3 décembre 1944. Camp Concordia, Kansas. Le vent tranche la prairie comme une lame, tranchant et implacable, charriant avec lui l'odeur de la terre gelée et du bétail lointain. À l'intérieur du camp C, derrière une double rangée de barbelés qui luit d'un argent terne sous la lumière hivernale, 37 Allemandes se tiennent en formation pour l'appel du soir. Leur souffle se condense en brume. Leurs bottes, fournies par l'armée américaine il y a 3 mois, commencent déjà à craquer sous le froid impitoyable du Kansas. Greta Zimmermann, 24 ans, ancienne opératrice radio de la Luftwaffe originaire de Stuttgart, compte les secondes qui la séparent de la fin de sa journée de travail. Les mains enfoncées dans les poches de son manteau de laine gris, elle cherche du doigt la lettre reçue ce matin, dont le papier est déjà ramolli par les pliages et dépliages répétés. L'écriture de sa mère, désormais tremblante, décrit une attente de 4 heures pour obtenir une simple pomme de terre. L'encre est délavée, rationnée. Les mots sont soigneusement choisis, dépouillés de tout ce qui pourrait alarmer la censure. Mais Greta comprend entre les lignes. Sa famille meurt de faim. Le sergent américain termine le décompte. Sa voix, monocorde et avec un accent du Midwest, les autorise à regagner leur baraquement. Les femmes rompent les rangs, les épaules voûtées contre le vent, et se dirigent par petits groupes de 2 ou 3 vers les bâtiments bas en bois qui sont devenus leur univers. Greta marche seule. Elle marche toujours seule désormais. Depuis le jour, il y a 3 semaines, où elle a reçu son premier colis de la Croix-Rouge américaine. Du chocolat. Du vrai chocolat, noir et amer, plus précieux que l'or. Elle l'avait savouré lentement, laissant chaque carré fondre sur sa langue, puis elle avait pleuré pendant 1 heure dans les toilettes, à l'abri des regards. Non pas de gratitude, mais de honte. La honte avait un goût plus amer que le chocolat n'en avait procuré. Elle lui pesait sur l'estomac comme du plomb, lourd et froid, car pendant qu'elle mangeait du chocolat derrière des barbelés au Kansas, sa mère faisait la queue pour une simple pomme de terre à Stuttgart. Son frère, s'il était encore en vie, grignotait du pain congelé dans une tranchée quelque part à l'est. Le contraste était insupportable. L'ennemi la nourrissait mieux que son propre pays ne l'avait fait en 3 ans. À l'intérieur de la baraque, le poêle rougeoie. Quelqu'un a déjà allumé le feu, et la chaleur, après le froid extérieur, est une sensation physique et réconfortante. Greta enlève son manteau, l'accroche au pater près de sa couchette et s'assoit. Autour d'elle, le rituel du soir se déroule avec la précision mécanique de la captivité. Des femmes se lavent le visage dans des bassines en fer blanc. Elles se brossent les cheveux. Elles écrivent des lettres qui n'arriveront peut-être jamais. Elles raccommodent leurs chaussettes et leurs chemises et parlent à voix basse de choses et d'autres. La baraque embaume les corps, la laine et la douce odeur du savon que les Américains leur apportent. Du vrai savon, pas ce substitut granuleux qu'ils utilisaient en Allemagne, fait de cendres et de graisse animale qui leur laissait la peau à vif. Ce savon est blanc et lisse, et son parfum évoque des fleurs dont Greta ignore le nom. Chaque fois qu'elle l'utilise, elle repense à sa mère frottant le linge à l'eau froide, avec pour seules armes sa détermination et son espoir. Ilse Hoffmann, 31 ans, infirmière ayant travaillé dans un hôpital de campagne près de Normandie, est assise sur la couchette en face de Greta. Ses mains ne tiennent jamais en place. Ce soir, elle tricote. Le cliquetis des aiguilles est devenu la bande-son de leur confinement. Elle parle sans lever les yeux. On dit que les cow-boys arrivent demain. Greta la regarde d'un air interrogateur. Des cow-boys? Des ouvriers agricoles, des fermes voisines. Le camp a besoin de main-d'œuvre supplémentaire pour la récolte. Les aiguilles d'Ilse s'arrêtent. Ses yeux d'un bleu pâle et perpétuellement fatigués se lèvent pour croiser le regard de Greta. Ils travailleront aux côtés des hommes, le camp des hommes. 2000 soldats allemands, séparés des femmes par 400 mètres de prairie et une interdiction formelle de tout contact. Greta n'a pas parlé à un Allemand depuis 4 mois. Elle n'a pas parlé à son frère depuis 2 ans. Il est quelque part en Russie, s'il est quelque part. La dernière lettre qu'elle a reçue de lui remonte à 8 mois, oblitérée d'une ville dont elle ne parvenait pas à prononcer le nom. Il y parlait du froid, des engelures qui lui avaient coûté 3 orteils, de ses rêves d'été à Stuttgart, quand ils étaient enfants et que le monde n'était pas encore en ruine. Quel rapport avec nous? Demande Greta. Il se reprend son tricot. Rien, tout.
Les Américains veulent leur montrer comment ils nous traitent. Des baraquements propres, des repas chauds, des femmes qui ne sont ni battues ni affamées. Sa voix est neutre. C'est un constat. Nous sommes la preuve que l'Amérique se bat selon des règles. Greta ne dit rien. Elle le comprend. Elle le comprend depuis le premier repas qu'on lui a servi au centre de traitement. Du pain de viande, de la purée de pommes de terre, des haricots verts baignant dans le beurre. Cette abondance lui avait paru indécente. Elle lui paraît toujours indécente. Chaque bouchée est une trahison envers ceux qu'elle a laissés derrière elle. Elle se souvient de ce premier repas avec une clarté parfaite. Le pain de viande, épais et dense, parsemé d'oignons, nappé d'un glaçage sucré acidulé. La purée de pommes de terre était onctueuse, sans grumeaux de peau comme celle que sa mère préparait quand elle n'avait rien d'autre pour l'épaissir. Le beurre était du vrai beurre, ni margarine ni saindoux, et il avait fondu en flaques dorées qui captaient la lumière des ampoules. Elle était restée plantée devant son assiette pendant 1 minute entière, incapable de lever sa fourchette. Autour d'elle, d'autres femmes faisaient de même, paralysées par l'abondance. L'une d'elles, une employée de bureau berlinoise, s'était mise à pleurer en silence, les larmes ruisselant sur ses joues tandis qu'elle mangeait, chaque bouchée semblant lui infliger une véritable souffrance. Un soldat américain se tenait près de la porte, les observant d'un air indéchiffrable pour Greta. Ni satisfaction, ni cruauté. Plutôt de la confusion, comme s'il ne comprenait pas leur absence de gratitude, leur absence de soulagement. Il était jeune, peut-être 19 ans, le nez constellé de taches de rousseur et les yeux couleur ciel d'été. Mal à l'aise face à leurs larmes, il se balançait d'un pied sur l'autre, puis finit par détourner le regard. Plus tard dans la nuit, après l'extinction des feux, Greta est allongée sur sa couchette et écoute le vent. Il hurle autour de la caserne, faisant trembler les fenêtres. Quelque part dans l'obscurité, quelqu'un pleure. Doucement, prudemment, en essayant de ne pas déranger les autres. Greta ferme les yeux et pense à des boulettes de viande. C'est une idée étrange, spontanée. Mais une fois qu'elle est là, elle ne disparaît plus. Sa grand-mère préparait des boulettes de viande tous les dimanches. Des Rindfleisch, un mélange de porc et de bœuf, assaisonné de noix de muscade, de poivre et d'une pincée de 4 épices, roulés à la main jusqu'à obtenir des sphères parfaites. Elle les faisait frire dans une poêle en fonte, la graisse crépitant et sifflant, et l'odeur embaumait l'appartement pendant des heures. Le frère de Greta les chapardait dans le plat avant le dîner, se brûlant les doigts, et riait aux éclats quand leur grand-mère le grondait dans un dialecte souabe rapide et incompréhensible pour quiconque hors de Stuttgart. Le souvenir est si vif qu'il lui fait mal. Elle revoit les mains de sa grand-mère, ridées et tachetées par l'âge, mais toujours fortes, toujours agiles. Elle revoit la cuisine, petite et chaleureuse, avec ses rideaux de dentelle aux fenêtres et son poêle en céramique dans un coin. Elle revoit son frère, 12 ans, dégingandé, tout en coude et en genoux, souriant en mâchant la boulette de viande volée, défiant et plein de vie. Cette cuisine n'est plus que ruine. Sa grand-mère est morte, tuée lors d'un bombardement il y a 2 ans. Son frère est probablement mort lui aussi, gelé en Russie ou tué par un tir d'artillerie. Et Greta est ici, au Kansas, mangeant américain, dormant dans un lit américain, et se demandant ce que signifie survivre quand tout ce qu'elle aimait a été détruit. Elle ouvre les yeux. Le plafond au-dessus d'elle est plongé dans l'ombre. Elle pense, et si on préparait des boulettes de viande pour les cow-boys? L'idée est absurde. Ce sont des prisonniers. Ils ne cuisinent pas pour leurs ravisseurs. Ils ne font pas preuve de bonté envers l'ennemi. Et pourtant, l'idée persiste, s'enracinant dans son esprit, obstinée et illogique. Elle murmure dans l'obscurité, « Et si on leur préparait quelque chose ?» La voix d'Ilse répond de l'autre côté de l'allée. « Pour qui ? Les cow-boys, les ouvriers du ranch. Et si on leur préparait à dîner ?» Silence. Puis, « Pourquoi ferions-nous cela ?» Greta n'a pas de réponse, du moins pas de réponse sensée. Elle sait seulement que l'idée de créer, d'utiliser ses mains pour fabriquer plutôt que détruire, lui procure une bouée de sauvetage dont elle ignorait avoir besoin. « Je ne sais pas, dit-elle finalement, pour prouver que nous le pouvons encore. » Les aiguilles à tricoter d'Ilse cessent de cliqueter. Dans l'obscurité, Greta la sent réfléchir à l'idée, la retournant comme on retourne une pierre trouvée sur un chemin, en examinant sa pertinence ou sa valeur. Les Américains ne le permettraient jamais, affirme Ilse. C'est possible.
Ils veulent leur prouver qu'ils sont civilisés. Quoi de plus civilisé que de laisser les prisonniers cuisiner? Nous ne sommes pas cuisiniers. Nous sommes employés de bureau, infirmières et opérateurs radio. Ma grand-mère m'a appris à cuisiner, dit Greta. Je sais faire des boulettes de viande, de vraies boulettes de viande allemandes, des boulettes de viande à l'os. Un autre silence. Puis il se reprend la parole, d'une voix plus douce cette fois. Ma mère préparait du Sauerbraten. Elle faisait mariner le bœuf pendant des jours, jusqu'à ce que le vinaigre l'ait complètement imprégné. Je me souviens de l'odeur. Alors vous pourriez faire du Sauerbraten. Je ne me souviens plus de la recette. Alors nous en inventerons un. Nous le créerons de toutes pièces, peu importe qu'il soit parfait. L'important, c'est d'essayer. Il ne répond pas, mais son silence est différent, pensif plutôt que dédaigneux. Greta se tourne sur le côté, remonte la fine couverture jusqu'au menton et ferme les yeux. Le sommeil l'envahit lentement, ponctué de rêves de cuisine, de boulettes de viande et du rire de son frère résonnant dans des pièces désormais disparues. Le lendemain matin, le ciel est froid et dégagé. D'un bleu pâle à perte de vue, il est sans nuages ni fumée. Greta se lève avant la cloche, s'habille dans la pénombre de l'aube et se rend au réfectoire. La cuisine est déjà chaude, les fourneaux allumés, et l'odeur du café est intense. Madame Kowalski, la cuisinière en chef, une Polonaise ayant émigré au Kansas 20 ans auparavant et qui supervise désormais les repas des prisonniers avec l'efficacité d'un général, lève les yeux à l'entrée de Greta. Son visage rond et rouge de chaleur est couvert de farine. Elle prépare des biscuits, les découpant dans une pâte étalée à l'aide d'un gobelet en métal et les disposant sur des plaques graissées avec la précision d'une main experte. « Vous êtes en avance », dit-elle. Son anglais est marqué par l'accent, mais clair, façonné par des décennies passées en Amérique, tout en conservant les intonations de son enfance à Cracovie. « Je voulais te demander quelque chose. » Greta hésite. La requête semble fragile, susceptible d'être brisée. Les cow-boys qui arrivent aujourd'hui, serait-il possible de leur préparer quelque chose? Un repas, juste pour leur faire plaisir. Madame Kowalski cesse de couper les biscuits. Elle s'essuie les mains sur son tablier, y laissant des traces de farine, et observe Greta d'un regard marqué par la vie. Elle a peut-être 50 ans, mais les épreuves l'ont vieilli prématurément. Son mari est mort dans un accident minier il y a 5 ans, la laissant seule avec 3 enfants à élever. Elle a accepté ce travail parce qu'il était rémunérateur et parce qu'elle comprenait ce que signifiait être déracinée, étrangère, jugée sur un accent et un passé auquel on ne peut échapper. Un geste, répète-t-elle. Oui, quel genre de repas? Des boulettes de viande allemande, du Rindfleisch. La voix de Greta se fait plus assurée. On pourrait les servir au déjeuner, avec des pommes de terre et de la sauce, un plat chaud. Madame Kowalski s'essuie de nouveau les mains sur son tablier, bien qu'elle soit déjà propre. Elle regarde par la fenêtre, où les premiers rayons du soleil commencent à caresser l'horizon. Lorsqu'elle parle, sa voix est prudente. Le commandant du camp devrait donner son accord. Pourriez-vous lui demander? Pourquoi? La question est simple, mais elle va droit au cœur du problème. Pourquoi une prisonnière voudrait-elle cuisiner pour ses geôliers? Pourquoi ferait-elle preuve de bonté envers l'ennemi? La réponse est complexe, chargée de significations que Greta elle-même ne comprend pas pleinement. Parce que j'ai besoin de créer quelque chose qui ne soit ni un uniforme, ni un lit, ni un mensonge, dit-elle finalement. L'expression de Madame Kowalski s'adoucit. Elle hoche la tête une fois, brièvement et catégoriquement. Je vais demander. Elle se retourne vers ses biscuits, mais Greta remarque que ses mains bougent différemment maintenant, plus lentement, plus pensivement, comme si la question avait éveillé quelque chose en elle aussi. Greta retourne à la caserne pour l'appel du matin. La cloche sonne et les femmes sortent en file indienne, grelottant dans le froid de l'aube. Le ciel s'éclaircit, le gris pâle laissant place au rose et à l'or. Le givre scintille sur le sol, sur les barbelés, sur les toits des bâtiments. Le souffle de Greta forme un nuage devant son visage. Le sergent les appelle par leur nom, un par un, d'une voix mécanique. Ils répondent, la voix monocorde, sans aucune intonation. C'est le rituel qui rythme leur journée, prouver qu'ils sont toujours là, toujours recensés, toujours en vie. Une fois l'appel terminé, ils se dirigent vers le réfectoire pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, du porridge épais et sucré,
avec des raisins secs et de la cassonade, des tartines beurrées à la confiture, un café fort, chaud et authentique. Greta mange machinalement, sans goûter le goût des aliments, l'esprit ailleurs. Elle observe les autres femmes manger. Anna Bergman, 42 ans, institutrice à Hambourg, qui n'a pas souri depuis son arrestation, est assise au bout de la table, le dos raide, le visage fermé. Elle mange par petites bouchées précises, mâchant longuement, comme si manger était un devoir, plutôt qu'un plaisir. À côté d'elle, Margaret Fisher, 26 ans, secrétaire munichoise, employée dans un bureau administratif de la Luftwaffe, picore sa nourriture. Elle a maigri depuis son arrivée au camp, malgré l'abondance, comme si son corps refusait de se nourrir en captivité. Ses yeux sont creux, cernés de cernes indélébiles. De l'autre côté de la table, Liesel Braun, 19 ans, opératrice radio berlinoise au visage encore empreint de douceur adolescente, mange avec l'enthousiasme de la jeunesse. Elle sourit à sa voisine et lance quelques mots qui les font rire toutes les deux discrètement. Elle s'adapte, apprend à survivre en trouvant de petits plaisirs là où elle le peut. Greta se demande lequel d'entre eux aiderait à préparer des boulettes de viande pour des cow-boys. Lequel y verrait un acte de création plutôt qu'une collaboration. Lequel comprendrait que parfois, survivre exige plus que simplement exister, qu'il faut choisir de faire quelque chose, n'importe quoi, qui affirme notre humanité. Après le petit déjeuner, elles sont réparties selon les tâches. Certaines femmes vont à la blanchisserie, où elles frottent uniformes et draps dans d'immenses cuves d'eau chaude, leurs mains rougies et irritées malgré le savon. D'autres vont à l'atelier de couture, où elles raccommodent les vêtements déchirés et recousent les boutons, leurs doigts s'activant avec une efficacité maîtrisée. Quelques-unes vont au champ, où elles récoltent les derniers légumes d'hiver, le dos douloureux, le visage engourdi par le froid. Greta est affectée à la cuisine. Elle arrive et trouve Madame Kowalski qui l'attend. Le visage de la femme âgée est neutre, mais il y a quelque chose dans ses yeux, une lueur qui pourrait être de l'approbation ou de la pitié. Le commandant a dit oui, raconte Madame Kowalski. Vous pouvez cuisiner pour les cow-boys, mais je superviserai, et vous n'utiliserez que ce que je vous donnerai. Pas de demande particulière, pas de plainte si les ingrédients ne vous conviennent pas. Greta sent son cœur se réjouir. Merci. Ne me remerciez pas encore. Vous devez faire le travail, et si cela tourne mal, cela ne se reproduira plus. Ça ne se passera pas mal. Madame Kowalski lève un sourcil. Confiante. Non, déterminée. Le visage de la femme âgée s'adoucit. Bien, une détermination avec laquelle je peux travailler. En milieu de matinée, la nouvelle s'est répandue dans le campement des femmes. Greta va cuisiner pour les cow-boys. Les réactions sont mitigées. Certaines femmes sont curieuses et lui demandent ce qu'elles comptent préparer, proposant leur aide. D'autres sont hostiles et la traitent de collaboratrice. De traîtresse, l'accusant de chercher à s'attirer les faveurs des Américains. Anna Bergman l'interpelle pendant la pause déjeuner. Elle s'approche, les bras croisés, le visage fermé. « J'ai entendu ce que tu manigances. » Greta croise son regard. « Oui ? C'est honteux. Nous sommes Allemands. Nous ne servons pas l'ennemi. Je ne sers pas l'ennemi. Je prépare un repas. » C'est la même chose. Non, ce n'est pas ça. Greta prend une inspiration, cherchant ses mots pour exprimer quelque chose qu'elle comprend à peine elle-même. L'ennemi nous sert des repas tous les jours, 3 fois par jour, des plats chauds, de la vraie nourriture. Plus que ce que nous avions chez nous. Sommes-nous complices en les mangeant? La mâchoire d'Anna se crispe. C'est différent. Nous n'avons pas le choix. N'est-ce pas? Nous pourrions refuser. Nous pourrions nous laisser mourir de faim en signe de protestation. Mais nous ne le faisons pas. Nous mangeons. Parce que la survie compte plus que la fierté. Manger pour survivre n'est pas la même chose que cuisiner pour leur faire plaisir. Peut-être pas, mais c'est un choix dans les deux cas. Greta adoucit sa voix. Je ne te demande pas de m'aider. Je ne te demande pas d'approuver. Je te demande juste de me laisser essayer. Anna la fixe longuement. Puis elle se retourne et s'éloigne sans un mot de plus. Greta la regarde partir, le poids du jugement pesant sur ses épaules. Mais d'autres se manifestent. Ils comme promis, acceptent d'aider. Margaret aussi, qui confie discrètement qu'elle a aidé sa mère à préparer le dîner du dimanche. Liesel se porte volontaire avec enthousiasme,
expliquant qu'elle ne sait pas cuisiner, mais qu'elle peut apprendre. Dans l'après-midi, 12 femmes ont accepté de participer, suffisamment pour que la tâche soit réalisable. Après le dîner, ils se retrouvent dans la cuisine. Madame Kowalski a disposé les ingrédients sur le long comptoir en métal, du bœuf et du porc hachés provenant des provisions du camp, des oignons qui leur font pleurer quand ils les épluchent, de la chapelure trempée dans du lait, des œufs battus jusqu'à ce qu'ils moussent, sel, poivre, noix de muscade, une précieuse pincée de piment de la Jamaïque provenant des réserves personnelles de Madame Kowalski. Au début, les femmes restent plantées là, maladroites, ne sachant pas comment s'y prendre. Habituées à obéir aux ordres, à faire ce qu'on leur dit, elles sont confrontées à une situation différente. Cela exige de l'initiative, de la créativité, la volonté de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences. Greta prend la parole en premier. Ma grand-mère commençait toujours par la viande. Elle la mélangeait à la main, la pétrissant comme de la pâte, jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien mélangés. Ensuite, elle ajoutait les épices, petit à petit, en goûtant au fur et à mesure. On ne peut pas goûter la viande crue, dit Margaret. Non, mais on peut se fier à son instinct. Ma grand-mère disait qu'on pouvait sentir quand l'assaisonnement était parfait. Les épices libéraient leur parfum lorsqu'on les mélangeait à la viande. Elle prend le bol de viande hachée et y plonge les mains. La sensation est à la fois familière et étrange. La viande est fraîche et dense, souple sous ses doigts. Elle la pétrit, la repliant sur elle-même, sentant le gras et le maigre se mêler. Une à une, les autres femmes la rejoignent. Elles ajoutent à la chapelure, les œufs, les oignons finement hachés. Elles ajoutent le sel, le poivre, la noix de muscade et le piment de la Jamaïque. La cuisine s'emplit du parfum de la viande crue et des épices. Un parfum à la fois piquant, terreux et étrangement réconfortant. Il se hache des oignons avec la précision d'une maniant le scalpel. Les larmes coulent sur son visage, mais elle ne s'arrête pas. Margaret casse des œufs dans un bol, ses gestes d'abord hésitants, puis de plus en plus assurés. Liesel dose les épices, le visage grave et concentré. Greta commence à façonner la première boulette. Elle prend une poignée de la préparation, ni trop peu, et commence à la modeler. Ses mains se souviennent de ce que son esprit a oublié. La façon de prendre la préparation dans ses paumes, de la rouler délicatement, d'exercer juste assez de pression pour qu'elle se tienne sans en extraire toute l'humidité. La première boulette est imparfaite, asymétrique, trop grosse. Elle la met de côté et recommence. La deuxième est meilleure, plus ronde, plus lisse, de la taille que sa grand-mère aurait approuvée. Elle lève les yeux et découvre les autres femmes qui la regardent. Comme ça, dit-elle en faisant une nouvelle démonstration. Prenez-le dans le creux de vos mains. Roulez-le doucement. Ne serrez pas trop fort. Ils se mettent à façonner des boulettes de viande. Certaines sont trop petites, d'autres trop grosses. Certaines s'effritent entre leurs mains. Mais peu à peu, à force de pratique, ils s'améliorent. Les plateaux se remplissent de boulettes, une véritable armée, imparfaite mais authentique. Ce travail est méditatif. Le geste répétitif de façonner la viande, la concentration nécessaire pour rendre chaque boulette ronde et lisse, apaise leur esprit. Ils cessent de penser au camp, à la guerre, aux familles qu'ils ont laissées derrière eux. Ils ne pensent plus qu'à la tâche qui les attend, au simple acte de création. Tout en cuisinant, ils se mettent à parler. D'abord timidement, puis avec une assurance grandissante. Ils partagent des souvenirs d'enfance, de leur mère et grand-mère qui leur ont appris à cuisiner, des dîners du dimanche et des festins des fêtes. Ils évoquent des cuisines disparues, des recettes qui ne subsistent plus que dans leur mémoire. Ils décrit le sauerbraten de sa mère, dont la viande était si tendre qu'elle se défaisait sous la fourchette. Margaret parle du strudel aux pommes de sa grand-mère, à la pâte si fine qu'on pouvait lire à travers, étirée à la main sur une nappe farinée. Liesel, la Benjamine, avoue n'avoir jamais appris à cuisiner, car la guerre a éclaté quand elle avait 14 ans, et toutes les recettes de sa mère ont été oubliées dans le chaos de la survie. Ma mère préparait souvent une salade de pommes de terre au vinaigre et au bacon, raconte Liesel. Elle en faisait à chaque réunion de famille. Je m'en souviens encore du goût, de la façon dont le vinaigre contrebalançait la richesse du bacon, des pommes de terre encore chaudes, gorgées de saveur. Ma grand-mère préparait des Lebkuchen à Noël, raconte Margaret.
Des biscuits au pain d'épices, au miel et aux épices. Elle les cuisait des semaines à l'avance et les conservait dans des boîtes pour que les saveurs se développent. Pendant un mois, toute la maison embaumait Noël. Greta les écoute, ses mains toujours occupées à cuisiner. Elle songe à la façon dont la nourriture porte en elle la mémoire. Comment un goût ou une odeur peut nous transporter à travers le temps et l'espace. Comment elle peut faire revivre les morts l'espace d'un instant. Elle pense que cuisiner est un acte d'amour, une manière de prendre soin des autres, de nourrir non seulement leur corps, mais aussi leur âme. À 5 heures, ils ont préparé 300 boulettes de viande. Elles sont disposées sur des plateaux, prêtes à être frites. Madame Kowalski les inspecte d'un œil critique, en prenant quelques-unes et en les examinant sous tous les angles. Pas mal, dit-elle finalement. Pas mal du tout. Les femmes sourient, fatiguées mais fières. Maintenant, le plus difficile est arrivé, dit Madame Kowalski. La friture. Il faut procéder par petites quantités et les surveiller attentivement. Si la température est trop élevée, elles brûleront à l'extérieur et resteront crues à l'intérieur. Si elle est trop basse, elles se désagrégeront. Il faut les retourner délicatement et les laisser dorer de tous les côtés. Elle fait une démonstration en chauffant de l'huile dans une grande poêle en fonte, en y ajoutant quelques boulettes de viande et en les laissant grésiller. L'odeur qui s'en dégage est enivrante, riche et savoureuse, avec des notes de muscade et de poivre. Les femmes se penchent en avant, inspirant profondément, la bouche pleine d'eau. Madame Kowalski retourne les boulettes de viande à l'aide d'une spatule, d'un geste précis et efficace. Une fois dorées de tous côtés, elle les retire et les dépose sur un plat recouvert de papier absorbant pour éliminer l'excédent d'huile. À ton tour, dit-elle à Greta. Greta s'avance. Elle prend la spatule en sentant le poids dans sa main. Elle ajoute de l'huile dans la poêle, attend qu'elle chauffe, puis y dépose délicatement une fournée de boulettes de viande. Elle crépite et grésille au contact de l'huile chaude, et elle recule, surprise. N'ayez pas peur, dit Madame Kowalski. L'huile est votre allié. Elle scelle l'extérieur et préserve la tendreté de l'intérieur. Faites-lui confiance. Greta hoche la tête. Elle observe les boulettes de viande, attendant que le dessous soit doré, puis les retourne délicatement. L'une d'elles se défait et elle se mord la lèvre, frustrée. Mais les autres restent bien entières, leur surface prenant une belle couleur brun doré. Elle les retire et les ajoute au plat. Madame Kowalski les examine et approuve d'un signe de tête. Les autres femmes se relaient au fourneau. Certaines sont douées, elles s'y prennent avec assurance et leurs boulettes de viande sont parfaites. D'autres ont plus de mal, en brûlent certaines et en laissent d'autres insuffisamment cuites. Mais elles apprennent sur le tas et à la fin, chacune a réussi à faire frire au moins une fournée. La cuisine s'emplit des effluves de viande qui cuit, du crépitement de l'huile et des rires des femmes. Pendant quelques heures, elles oublient où elles sont. Elles oublient qu'elles sont prisonnières. Elles sont simplement des femmes qui cuisinent ensemble, créant un bon repas à partir d'ingrédients simples. À 6 heures, les 300 boulettes de viande sont cuites. Elles sont disposées sur des plats, luisantes d'huile, parfaitement dorées. Madame Kowalski a préparé une sauce onctueuse et savoureuse, ainsi qu'une purée de pommes de terre lisses et beurrées. Il y a aussi des haricots verts en conserve, assaisonnés au gras de bacon, et du pain frais du matin. Les femmes prennent du recul et contemplent leur création. C'est bien plus que de la nourriture. C'est la preuve qu'elles sont encore capables de créer de la beauté, qu'elles sont bien plus que des prisonnières, bien plus que des numéros, bien plus que la guerre qui les a marquées. Les cow-boys seront là dans 1 heure, dit Madame Kowalski. Mettons la table. Ensemble, ils transforment le réfectoire. Ils étendent des nappes blanches, empruntées au quartier des officiers, sur les longues tables. Ils disposent les assiettes et les couverts, astiquant chaque pièce jusqu'à ce qu'elle brille. Ils placent les plats de boulettes de viande au centre de chaque table, flanqués de bols de pommes de terre, de sauce et de haricots. Une fois le repas terminé, ils prennent du recul pour admirer leur travail. Le réfectoire, d'ordinaire un espace fonctionnel et dépourvu de toute beauté, s'est métamorphosé en un lieu d'une élégance certaine. Les nappes blanches scintillent sous la lumière zénithale. La vapeur qui s'élève des plats crée une douce brume. L'odeur est enivrante, riche et irrésistible. Greta sent les larmes lui monter aux yeux. Elle cligne des yeux pour les retenir, ne voulant pas que les autres le voient. Mais lorsqu'elle jette un coup d'œil autour d'elle, elle aperçoit plusieurs femmes qui pleurent ouvertement,
le visage baigné de larmes qu'elle ne cherche pas à dissimuler. C'est magnifique, murmure Lyselle. Ce n'est que de la nourriture, dit Anna depuis l'embrasure de la porte. Elle observait la scène de loin, le visage fermé, les bras croisés. Mais même elle ne peut nier la transformation qui s'est opérée. Ce n'est pas seulement de la nourriture, dit Ilse doucement. C'est de l'espoir. Les cow-boys arrivent à 6h30. Ils sont 23. Ils entrent dans le réfectoire avec la prudence contenue de ceux qui s'aventurent en territoire inconnu. La plupart sont jeunes, le visage hâlé et les mains calleuses. Ils portent du denim, de la flanelle et des bottes couvertes de boue. Ils sentent le cheval, le foin et le grand air. Ils s'arrêtent lorsqu'ils voient l'étable. Les femmes se sont disposées le long du mur, en file indienne, les mains jointes devant elles. Elles observent les cow-boys qui contemplent la scène. Les nappes blanches, l'argenterie brillante, les plats de boulettes de viande fumante. Un des cow-boys, un homme de grande taille à l'épaisse moustache et aux yeux gris ardoise, ôte son chapeau. Les autres l'imitent. Il s'approche lentement des tables, comme s'il s'approchait d'un lieu sacré. Le cœur de Greta bat si fort qu'elle le sent dans sa gorge. Elle observe les cow-boys assis, leurs mouvements mesurés, presque respectueux. Elle les regarde se servir eux-mêmes, leurs grandes mains délicates sur les cuillères, leur visage exprimant à la fois de la confusion et peut-être de la gratitude. Le grand homme à moustache porte une boulette de viande à sa bouche. Il la croque, mâche lentement. Ses yeux se ferment. Lorsqu'il les rouvre, il regarde Greta droit dans les yeux, ignorant que c'est elle qui a tout déclenché. Il ne sourit pas. Il hoche simplement la tête. Le geste est simple, mais il est lourd de sens. Reconnaissance. Respect. La reconnaissance qu'il s'est passé entre eux, quelque chose qui n'a rien à voir avec les nations, les uniformes ou la guerre qui les a menés à cet instant. Greta hoche la tête en retour. Le repas se déroule dans un silence quasi total. Les cow-boys mangent avec l'intensité concentrée d'hommes qui ont travaillé dur pour gagner leur nourriture. Ils se resservent. Ils finissent leurs assiettes. Ils saucent avec du pain jusqu'à la dernière miette. Certains ferment les yeux en mangeant, savourant chaque bouchée. D'autres mangent rapidement, comme s'ils craignaient que la nourriture ne disparaisse s'ils s'arrêtaient. Greta les observe et pense à son frère. Elle se demande s'il mange ce soir, si quelqu'un, quelque part, lui offre un repas préparé avec soin. Elle se demande même s'il est encore en vie pour manger. Cette pensée est douloureuse, mais elle ne la repousse pas. Elle s'autorise à la ressentir, à reconnaître que la survie est complexe, qu'être nourri tandis que d'autres meurent de faim est à la fois une bénédiction et une malédiction. Quand les cow-boys ont fini, le grand homme se lève. Il s'éclaircit la gorge. Un silence se fait dans la pièce. Sa voix, lorsqu'il parle, est rauque à force d'être usée, façonnée par le vent et le soleil de la prairie. « Madame », dit-il en s'adressant aux femmes en général, ne sachant qui remercier en particulier. « C'était le meilleur repas que j'ai mangé depuis 2 ans. Peut-être même plus. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour le mériter, mais je vous en suis reconnaissant. Nous le sommes tous. » Il fait signe aux autres cow-boys qui approuvent d'un signe de tête. L'un d'eux, un jeune homme d'à peine 18 ans, au visage encore lisse de jeunesse, prend la parole. « Ma mère faisait des boulettes de viande comme ça, avant de mourir. Je n'en ai jamais remangé d'aussi bonne depuis. Merci. » Les femmes ne savent que répondre. Elles ne s'attendaient pas à de la gratitude. Elles ne s'attendaient pas à ce que ces hommes les voient autrement que comme des ennemis. Le silence s'étire, pesant, jusqu'à ce qu'il se s'avance. « De rien », dit-elle dans un anglais soigné. Son accent est prononcé, mais ses paroles sont claires. « C'était un plaisir de cuisiner pour vous. » Les cow-boys sortent lentement, chacun s'arrêtant pour saluer les femmes d'un signe de tête ou murmurer un remerciement. Certains ôtent leur chapeau et le tiennent contre leur poitrine en signe de respect. D'autres se contentent de croiser le regard des femmes, laissant leurs yeux exprimer ce que les mots ne peuvent dire. Quand le dernier cow-boy s'en va, le réfectoire retombe dans le silence. Les femmes restent immobiles, entourées d'assiettes vides et imprégnées de l'odeur persistante du dîner. Les nappes sont tachées de sauce. Des miettes jonchent le sol. Mais l'atmosphère est différente maintenant, chargée de quelque chose d'intangible et pourtant bien réel. Anna rompt le silence. « Nous avons nourri l'ennemi. »« Non, » dit Ilse doucement. « Nous avons nourri des gens. » C'est la même chose. « Ah bon ?» demande Greta,
prenant la parole pour la première fois depuis l'arrivée des cow-boys. Ils nous ont remerciés. Ils ont dit que c'était le meilleur repas qu'ils aient mangé depuis des années. Ils nous ont considérés comme des êtres humains, pas comme des Allemands, des prisonniers ou des ennemis, juste comme des gens qui leur avaient préparé à dîner. Et ça justifie tout? Demande Anna d'un ton sec. Ça rend la collaboration acceptable? Je ne collabore pas. Je survis. Il y a une différence. Y a-t-il? La question reste en suspens, sans réponse. Car la vérité est complexe. La vérité, c'est que survivre en captivité exige des compromis impensables en liberté. La vérité, c'est qu'accepter de la nourriture de l'ennemi, cuisiner pour lui, trouver un terrain d'entente avec lui, tout cela brouille la frontière entre résistance et collaboration. Mais la vérité est aussi ceci. Ces femmes sont vivantes. Elles sont nourries, elles ont chaud. Et pendant quelques heures aujourd'hui, elles n'étaient pas prisonnières. Elles étaient cuisinières, préparant un bon repas, le partageant avec des personnes qui l'appréciaient. Cela a de la valeur, même si c'est difficile à exprimer. Cette nuit-là, Greta écrit une lettre à sa mère. Les mots lui viennent lentement, chacun chargé de sens. Chère maman, aujourd'hui, j'ai fait des boulettes de viande. La recette de grand-mère, ou du moins celle dont je me souvenais. On les avait préparées pour des cow-boys américains, des ouvriers agricoles venus travailler au camp. Ils les ont toutes mangées et nous ont remerciés. L'un d'eux a dit que sa mère faisait des boulettes comme les nôtres et qu'il n'en avait plus jamais mangé d'aussi bonnes depuis son décès. J'ai pensé à toi en cuisinant. J'ai pensé à grand-mère, à Thomas et à tous ces dîners du dimanche que nous partagions autrefois quand le monde était encore entier. J'ai pensé à la nourriture, à tout ce qu'elle représente. Bien plus que de la nourriture. Elle est porteuse de souvenirs, d'amour et de tout ce que les mots ne peuvent exprimer. Je ne sais pas si j'ai bien agi. Anna dit que j'ai collaboré avec l'ennemi. Peut-être a-t-elle raison. Mais sur le moment, j'avais le sentiment d'agir correctement. J'avais l'impression de récupérer ce que la guerre avait tenté de me voler. La capacité de créer, la capacité de donner, la capacité d'être autre chose qu'une victime. J'apprends que survivre n'est pas la même chose que vivre. Survivre, c'est manger ce qu'on nous donne, dormir aux heures qu'on nous impose et faire le nécessaire pour voir un jour de plus. Vivre, c'est choisir de faire quelque chose, n'importe quoi, qui affirme notre humanité. Aujourd'hui, j'ai choisi de vivre. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as assez à manger. J'espère que tu sais que je pense à toi tous les jours et que tout ce que je le fais dans l'espoir de te revoir un jour. Votre fille, Greta. Elle ferme la lettre, l'adresse soigneusement et la glisse dans la boîte aux lettres. Elle ignore si elle parviendra à Stuttgart. Elle ignore si sa mère est encore en vie pour la Ahram, mais elle l'écrit quand même, car écrire comme cuisiner est un refus de disparaître. Les jours suivants réservent des surprises. La nouvelle du dîner de boulettes de viande se répand au-delà du camp. Le journal local, le Concordia Blade Empire, publie un article. Des prisonnières de guerre allemandes cuisinent pour des cow-boys du Kansas. Un photographe arrive pour prendre des photos. Les femmes posent maladroitement, les mains saupoudrées de farine, le regard incertain. Elles n'ont pas l'habitude d'être vues, d'être remarquées pour autre chose que leur statut de prisonnière. La photographie publiée dans le journal les montre alignées devant la cuisine. 12 femmes d'âge varié, le visage grave mais bienveillant. La légende indique « Des prisonnières de guerre allemandes du camp Concordia préparent des boulettes de viande traditionnelles pour les ouvriers agricoles des environs. Les responsables du camp affirment que ce geste témoigne de la bienveillance dont bénéficient les prisonniers de guerre sous supervision américaine. » Greta conserve un exemplaire du journal, le plie soigneusement et le range dans son petit paquet d'affaires. Elle ignore pourquoi elle le garde. Peut-être parce que c'est la preuve qu'elle a existé à cet instant précis, qu'elle était plus qu'un simple numéro sur une liste. Ou peut-être parce que c'est la preuve que même en pleine guerre, de petits gestes de bonté sont possibles. Le commandant du camp, le colonel Harrison, un homme d'une cinquantaine d'années à la voix douce, originaire d'une petite ville de l'Iowa, rend visite aux femmes dans leur camp. Il est accompagné de son aide de camp, un jeune lieutenant qui prend des notes sur tout ce que dit le colonel, muni d'un bloc-notes. Le colonel Harrison s'arrête devant Greta. Il n'est pas grand, mais il dégage une autorité tranquille.
Son visage est marqué par la fatigue, ses yeux cernés par le poids du commandement. Il dirige ce camp depuis 18 mois, supervisant des milliers de prisonniers, se frayant un chemin à travers les réglementations complexes de la Convention de Genève, conciliant sécurité et humanité. Je crois comprendre que c'est vous qui avez organisé le dîner de boulettes de viande, dit-il. Oui, monsieur. L'anglais de Greta s'est amélioré depuis sa capture, il y a plusieurs mois. Elle parle avec soin, choisissant chaque mot. Son accent reste prononcé, mais son propos est clair. Pourquoi? C'est la même question que Madame Kowalski a posée, et Greta donne la même réponse. Parce que j'avais besoin de créer quelque chose qui ne soit ni un uniforme, ni un lit, ni un mensonge. L'expression du colonel Harrison reste inchangée, mais son regard s'adoucit. J'ai lu les rapports des cow-boys. Ils ont été impressionnés, non seulement par la nourriture, mais aussi par le geste. Ils ont dit que cela leur rappelait que vous êtes des êtres humains, et non de simples ennemis. Nous sommes des êtres humains, dit Greta d'une voix douce. Nous avons toujours été des êtres humains. Oui, c'est vrai. Il marque une pause, comme s'il pesait ses mots. J'ai reçu des demandes de plusieurs associations locales, l'Église méthodiste, le Rotary Club, l'association féminine. Elles ont entendu parler de vos talents culinaires et aimeraient savoir si vous accepteriez de préparer des repas pour des événements communautaires. Sous supervision, bien sûr, et seulement si vous le souhaitez. Greta jette un coup d'œil aux autres femmes, rassemblées pour écouter. Elle perçoit de la curiosité sur certains visages, de la suspicion sur d'autres. Anna se tient au fond, les bras croisés, le visage fermé. Quel genre d'événement? Demande Greta. Repas paroissiaux, déjeuner civique, collecte de fonds pour l'effort de guerre. Il doit se rendre compte de l'ironie de ses propos, car il ajoute, pour des fournitures médicales et des colis de soutien aux soldats américains déployés à l'étranger. Greta n'ignore pas non plus l'ironie de la situation. Il cuisinerait pour soutenir cette même armée qui combat leurs compatriotes, qui bombarde leur ville, qui a réduit leur patrie en ruine. La contradiction est presque absurde. Mais elle repense aux cow-boys, à leurs remerciements, au jeune homme qui avait dit que les boulettes de viande lui rappelaient qu'un peu sa mère. Elle repense à l'acte de cuisiner, à la façon dont cela lui avait redonné le sentiment d'être humaine, à la façon dont cela avait donné un sens à sa vie, au-delà de la simple survie. Je serai partante, dit-elle, mais je ne peux pas parler au nom des autres. Le colonel Harrison hoche la tête. Je comprends. Je laisse la décision à chacun d'entre vous. Aucune pression, aucune conséquence si vous refusez. C'est entièrement volontaire. Il part et les femmes se réunissent dans la baraque pour discuter. Le débat est animé. Certaines, comme Ilse, Margaret et Liesel, sont impatientes de reprendre la cuisine. Elles évoquent le plaisir qu'elles ont eu à créer quelque chose, à mettre leurs compétences à profit, à être appréciées pour autre chose que leur obéissance. D'autres, comme Anna, s'y opposent fermement. Ils soutiennent que cuisiner pour les Américains est une forme de collaboration, que cela les rend complices d'une guerre à laquelle ils devraient résister, que c'est trahir les soldats qui continuent de combattre et les civils qui souffrent encore. Nous sommes des prisonniers, dit Anna d'une voix dure. Nous devons nous comporter comme des prisonniers. Nous devons résister par tous les moyens possibles. Cuisiner pour eux n'est pas une forme de résistance. C'est une reddition. Résister pour quelle fin? Demande Ilse. La guerre est presque finie. L'Allemagne s'effondre. Hitler est en train de perdre. Pourquoi? Résistons-nous? Par orgueil? Par loyauté envers un régime qui nous a envoyés ici pour être capturés? La loyauté envers notre peuple, envers nos familles qui souffrent pendant que nous mangeons bien et dormons au chaud. Nos familles voudraient que nous survivions, dit Greta d'une voix douce. Elles voudraient que nous fassions tout notre possible pour rester en vie, pour garder la raison, pour ne pas nous perdre complètement. Et vous croyez que cuisiner des boulettes de viande pour des cow-boys, c'est rester sain d'esprit? Je pense que c'est mieux que de rester assis dans cette caserne tous les soirs, à fixer les murs, à attendre que quelque chose change. La dispute se prolonge pendant des heures, tournant en rond et épuisante. Finalement, les femmes se séparent. 12 acceptent de continuer à cuisiner, les mêmes 12 qui avaient aidé à préparer le dîner de boulettes de viande. Les autres refusent, non par hostilité manifeste, mais par désir de maintenir une certaine distance, une barrière entre elles et leurs ravisseurs. Greta accepte leur décision sans discuter.
Elle comprend que chacun doit trouver sa propre façon de survivre en captivité, sa propre façon de préserver sa dignité dans une situation conçue pour la détruire. La cuisine devient une habitude bien ancrée dans leur quotidien. 1 ou 2 fois par semaine, les femmes se retrouvent dans la cuisine pour préparer des repas pour diverses occasions communautaires. Elles cuisinent des plats allemands, Sauerbraten et Spätzle, escalopes viennoises et choux rouges, strudel aux pommes et forêt noire. Elles préparent aussi des plats américains, en apprenant de Madame Kowalski, poulet frit et purée de pommes de terre, pot-au-feu et gratin de haricots verts, tarte aux pommes et gâteau au chocolat. À chaque repas, leurs compétences s'affinent. Elles apprennent à collaborer, à anticiper les mouvements de l'autre, à communiquer sans un mot. Ils se excellent dans la confection des sauces, la précision de son infirmière se traduisant à merveille par un dosage et un timing parfait. Margaret découvre un talent pour la pâtisserie. Ses viennoiseries sont légères et feuilletées, ses gâteaux moelleux et parfaitement levés. Liesel, malgré son inexpérience initiale, se révèle douée pour l'assaisonnement, son instinct pour les saveurs étant infaillible. Et Greta s'impose comme leader, non par nomination, mais par son autorité naturelle. C'est elle qui élabore les menus, qui répartit les tâches, qui prend les décisions en cas de problème. C'est vers elle que les autres se tournent lorsqu'ils sont incertains, lorsqu'ils ont besoin d'encouragement, lorsqu'ils doutent d'eux-mêmes. Les événements communautaires les mettent en contact avec les habitants, des Kansans ordinaires qui n'ont jamais rencontré d'Allemands et dont les opinions se sont forgées à partir des actualités, de la propagande et des récits de soldats de retour du front. Certains de ces habitants sont aimables, les remerciant, les complimentant et leur demandant même des recettes. D'autres sont froids, leur suspicion évidente, leur méfiance palpable. Une femme, une grand-mère aux cheveux gris, au regard perçant et à la bouche fine, aborde Greta après le repas paroissial. « Mon petit-fils combat en France, dit-elle. Il a 19 ans. Vos gens essaient de le tuer. » Greta ne sait pas quoi répondre. Elle voudrait leur dire qu'ils ne sont plus son peuple, qu'elle a été reniée par une nation qui l'a envoyée ici pour être oubliée. Elle voudrait s'excuser, dire qu'elle regrette profondément tout cela, qu'elle donnerait tout pour mettre fin à la guerre et à toutes les souffrances qu'elle a engendrées. Mais les mots lui restent coincés dans la gorge. Elle dit simplement « J'espère qu'il rentrera sain et sauf ». Le visage de la femme s'adoucit légèrement. Elle hoche la tête une fois et s'éloigne. Ce n'est pas du pardon, mais une reconnaissance. La reconnaissance qu'elles sont toutes deux victimes d'une guerre qu'aucune d'elles n'a choisie, qu'elles sont toutes deux prises dans un engrenage de violence et de haine qui les dépasse. Ces rencontres s'accumulent, de brefs instants de connexion, de compréhension, d'humanité qui s'affirme face aux forces qui cherchent à diviser. Elles n'effacent pas la guerre, elles n'effacent pas les souffrances, mais elles créent de petites fissures dans le mur de l'inimitié, de petites ouvertures par lesquelles la lumière peut pénétrer. Les lettres continuent d'arriver d'Allemagne. La mère de Greta écrit qu'elle a été expulsée de son appartement, qu'elle vit désormais au sous-sol d'un immeuble bombardé avec 6 autres familles, qu'elle partage un seul poêle et se dispute les quelques morceaux de bois pour se chauffer. Elle écrit que la nourriture est rare, que les cartes de rationnement ne valent rien, que les gens mangent de l'herbe, de l'écorce et tout ce qu'ils trouvent. Le contraste est insoutenable. Greta lit ses lettres, assise dans une caserne bien au chaud, le ventre plein après le dîner, le corps propre après sa douche matinale. Elle lit des récits de famine au milieu de l'abondance. Elle lit les souffrances de sa mère alors qu'elle prépare des repas élaborés pour des inconnus. La culpabilité l'accable. La nuit, elle reste éveillée, à l'écoute du vent, se demandant si elle trahit sa famille en survivant si bien. Elle se demande si elle devrait refuser la nourriture, se laisser mourir de faim par solidarité avec ceux qui n'ont pas le choix. Mais elle sait que ce serait inutile. Sa souffrance n'apaiserait pas la leur. Sa faim ne les rassasierait pas. Alors elle mange, et elle cuisine, et elle vit avec la culpabilité, la portant comme une pierre dans sa poitrine, lourde et froide. L'hiver cède la place au printemps. La prairie reverdit, les fleurs sauvages s'épanouissent en une profusion incroyable, parant le paysage de couleurs que Greta n'a jamais vu. Du violet, du jaune et du blanc, à perte de vue. L'air embaume désormais autre chose, embaumé par les senteurs de la nature, chaud et porteur de la promesse de l'été.
Les nouvelles de la guerre parviennent au camp par la radio et les journaux. Les Alliés progressent sur tous les fronts. L'Allemagne s'effondre. Les villes tombent les unes après les autres. Berlin, Munich, Hambourg, Stuttgart. La ville natale de Greta n'est plus que ruine, réduite en cendres et en débris. Elle reçoit une lettre de sa mère, arrivée avec 3 mois de retard. L'enveloppe est abîmée et tachée. L'écriture est tremblante, à peine lisible. Ma très chère Greta, je ne sais pas si cette lettre vous parviendra. Je ne sais pas si je serai encore en vie quand elle arrivera. Les Russes approchent. On entend l'artillerie, la nuit, qui se rapproche chaque jour davantage. Les gens fuient vers l'ouest, mais il n'y a nulle part où aller. Les routes sont encombrées de réfugiés. Les trains ne circulent plus. Nous sommes pris au piège. Si je ne survis pas, sache que je t'aime. Je suis fier de toi. Peu m'importe ce que tu as dû faire pour rester en vie. Survivre n'est pas une honte. Survivre est l'acte de résistance ultime. Vis, ma fille. Vis bien. Vis pleinement. Construis-toi une vie, où que tu sois. Ne gâche pas ta vie en te noyant dans la culpabilité. Je ne t'ai pas mise au monde pour que tu te punisses de me survivre. Ta maman aimante Greta lit la lettre une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Ensuite, elle la plie soigneusement, la glisse dans sa poche et sort de la caserne. Elle marche jusqu'à la limite de l'enceinte, jusqu'à la clôture de barbelés qui marque la frontière de son monde. Elle reste là, les mains crispées sur les fils, et se laisse aller à pleurer. Elle pleure sa mère, probablement morte. Elle pleure son frère, certainement mort. Elle pleure sa grand-mère, son père, son enfance, sa ville, son pays, tout ce que la guerre a détruit. Elle pleure jusqu'à épuisement de ses larmes, jusqu'à ce que son corps soit vide, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un souvenir. Quand elle s'arrête enfin, elle se sent plus légère, pas heureuse, pas guérie, mais libérée d'un fardeau, comme si les larmes avaient emporté un poison qui la rongeait de l'intérieur. Elle repense aux paroles de sa mère. Survivre est l'acte de résistance ultime. Vis bien, vis pleinement. Ne gaspille pas ta survie. Elle prend une décision. Ce soir-là, elle réunit les autres femmes dans la caserne. Elle leur parle de la lettre de sa mère, des mots qui lui ont donné la permission de cesser de se punir d'être en vie. J'y ai réfléchi, dit-elle, à ce que nous ferons après la guerre. Quand nous serons libérés, où nous irons, ce que nous deviendrons. Les femmes écoutent en silence. Elles ont toutes pensé aux mêmes choses, passant en revue les possibilités dans les instants de calme avant de s'endormir. Je ne veux pas retourner en Allemagne, poursuit Greta. Il ne me reste plus rien là-bas. Ma famille a disparu. Ma ville est détruite. Je retournerai au milieu des ruines, de la famine et du jugement de ceux qui ont survécu autrement que moi. Alors que vas-tu faire demande Ilse. Je resterai ici, en Amérique, au Kansas. Je trouverai du travail comme cuisinier. Je me construirai une vie. Ces mots résonnent, radicaux et dangereux. Choisir l'Amérique plutôt que l'Allemagne, choisir le pays ennemi plutôt que le sien, est une trahison que certains ne pardonneront jamais. Mais c'est aussi un acte d'instinct de survie. La reconnaissance que parfois, pour survivre, il faut se détacher du passé. Moi aussi je reste, dit doucement Margaret. Je n'ai plus rien où retourner. Mes parents sont morts. Ma ville est détruite. Pourquoi retournerais-je me faire juger par des étrangers? Une à une, plusieurs autres femmes prennent la parole. Elles parlent de ce qu'elles ont perdu, de ce qui les attend en Allemagne, de l'impossibilité de retourner dans un lieu qui n'existe plus. Elles parlent de la bienveillance dont elles ont bénéficié ici, de l'humanité insoupçonnée de leurs ravisseurs, de la possibilité d'un nouveau départ. Tous ne choisissent pas de rester. Certains se sentent investis d'un devoir, celui de revenir, de rechercher les membres survivants de leur famille, de reconstruire ce qui peut l'être. Anna est de ceux-là. Elle retournera à Hambourg, dit-elle, car l'Allemagne est et restera toujours sa patrie, quoi qu'il arrive. Greta respecte sa décision. Elle comprend que pour certaines personnes, l'identité est indissociable d'un lieu. Mais pour elle, l'identité est plus fluide. Elle apprend que le foyer n'est pas un lieu, mais un sentiment, et qu'elle peut le faire naître où bon lui semble. 8 mai 1945. La radio s'allume dans la salle commune, et les femmes se rassemblent pour écouter. La voix du président Truman, lointaine et métallique, annonce la capitulation sans condition de l'Allemagne. La guerre en Europe est terminée. Le silence règne dans la pièce. Personne n'applaudit. Personne ne pleure. Ils restent assis,
absorbés par la nouvelle, tentant d'en comprendre les conséquences pour leur avenir. La guerre est finie, ils ne sont plus ennemis. Mais ils ne sont pas encore libres. Ils se trouvent dans un état liminal, suspendus entre passé et futur, entre captivité et libération, entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils pourraient devenir. Dans les jours qui suivent, le camp commence à changer. Les restrictions s'assouplissent. Les barbelés sont toujours là, mais l'atmosphère est moins oppressante. Les gardes sont plus décontractés, moins vigilants. Les femmes sont autorisées à sortir de l'enceinte, escortées mais non emprisonnées, et peuvent ainsi découvrir davantage la ville, davantage le paysage qu'elles connaissaient jusqu'ici par les fenêtres des cuisines. Greta se promène dans Concordia par un bel après-midi de mai. La rue principale est calme, bordée de boutiques, de cafés et d'un cinéma qui projette un film avec Humphrey Bogart. Des enfants font du vélo sur le trottoir. Des femmes poussent des poussettes. Des hommes sont assis sur des bancs, lisant des journaux et parlant de baseball. C'est tellement banal que ça lui serre le cœur. Voilà à quoi ressemble la vie sans guerre. Voilà ce que font les gens quand ils ne fuient pas les bombes, ne font pas la queue pour des rations ou ne se demandent pas s'ils survivront au lendemain. Elle s'arrête devant un restaurant. À travers la vitrine, elle voit des gens déjeuner, des sandwichs, de la soupe, des tartes et de la glace. Cette normalité si omniprésente en est presque choquante. Une femme sort du restaurant en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle a peut-être 60 ans, les cheveux gris relevés en chignon et un regard doux mais fatigué. « Vous êtes une des filles allemandes », dit la femme. « Ce n'est pas une question. »« Oui, j'ai entendu dire que tu savais cuisiner. Je peux. J'ai besoin d'aide. Ma cuisinière a démissionné la semaine dernière. Elle est partie se marier. J'essaie de me débrouiller seule, mais je ne rajeunis pas. Ça vous intéresserait ?» Greta la fixe du regard. « Vous m'embaucheriez? Une Allemande? Une prisonnière? La guerre est finie. Vous n'êtes pas plus prisonnière. Vous êtes juste une femme qui a besoin de travailler. Et moi, je suis une femme qui a besoin d'un cuisinier. Ça me paraît simple. Je n'ai pas encore été officiellement libéré. C'est un détail technique. Parlez-en au colonel. Je suis sûr qu'il pourra s'arranger. En attendant, réfléchissez-y. Je ne peux pas payer beaucoup, mais vous auriez le gîte et le couvert. Les repas sont compris. » Elle tend à Greta une carte avec le nom et l'adresse du restaurant, puis disparaît à l'intérieur. Greta, debout sur le trottoir, la carte à la main, a l'impression que le monde a basculé. On lui propose un emploi, un avenir, la possibilité de rester. Ce soir-là, elle s'entretient avec le colonel Harrison. Son bureau est petit et encombré, les murs couverts de cartes, de tableaux de service et de photos de sa femme et de ses enfants. Il l'écoute lui expliquer la situation du restaurant, l'offre qu'on lui a faite et son désir de rester en Amérique après sa libération. « C'est possible, dit-il. Il existe des procédures pour les personnes déplacées qui souhaitent immigrer. Demande de visa, entretien, vérification des antécédents. Cela prendra du temps, des mois, peut-être plus. Mais c'est faisable. Je veux le faire. » Il l'observe de l'autre côté du bureau. « Pourquoi ? Parce que je n'ai rien où retourner. Parce que j'ai appris que le foyer n'est pas un lieu, mais un choix. Parce que je veux construire quelque chose au lieu de retourner à des ruines. » Il hoche lentement la tête. « Je vais commencer les formalités administratives. » L'été passe à toute vitesse, entre attente et travail. Greta continue de cuisiner pour les événements locaux, tissant des liens et prouvant sa valeur. Elle économise le moindre sou de son maigre salaire, se préparant pour le jour où elle devra subvenir à ses besoins. D'autres femmes font des projets similaires. Margaret trouve un emploi de secrétaire. Liesel, la plus jeune, décide de terminer ses études et s'inscrit au lycée local grâce au parrainage d'une famille de l'église. Ilse, forte de sa formation médicale, commence à travailler à la clinique municipale, où elle assiste le médecin dans ses consultations. Ils construisent leur vie lentement et avec précaution, comme les oiseaux qui construisent leur nid brindille par brindille. Anna et les autres, qui choisissent de rentrer en Allemagne, sont entamés les démarches de rapatriement. Greta dit au revoir à Anna par une douce matinée d'août. Elles se tiennent devant la porte, les barbelés qui les séparent semblant plus symboliques que physiques. « J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, » dit Greta. « Je ne cherche rien. Je rentre chez moi. Le foyer n'existe plus. Alors je la reconstruirai. » Elle s'étreigne maladroitement,
Deux femmes qui ont partagé la captivité sans jamais vraiment se comprendre. Quand Anna monte dans le camion qui la conduira à la gare, Greta ne le regarde pas s'éloigner. Elle se retourne vers le camp, vers la cuisine, vers la vie qu'elle reconstruit sur les cendres de celle qu'elle a perdue. Septembre 1945. Greta reçoit ses papiers de libération officielle. Elle n'est plus prisonnière de guerre. Elle est une personne déplacée en attente d'approbation de son statut d'immigrante et vit à Concordia sous le parrainage de la propriétaire du restaurant, Madame Eleanor Patterson, 62 ans, veuve et employeuse. Elle s'installe dans une petite chambre au-dessus du restaurant. Elle est à peine assez grande pour un lit et une commode, mais elle est à elle. La fenêtre donne sur la rue principale, et de là, elle peut observer la ville, en apprendre les rythmes, en comprendre les schémas. Elle travaille 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Elle prépare le petit déjeuner, le déjeuner et parfois le dîner. Le matin, elle fait des crêpes, des œufs et du bacon. Le midi, elle prépare des sandwichs, des soupes et des tartes. Elle apprend les recettes américaines et maîtrise notamment le poulet frit, le pain de viande et le pot-au-feu. Mais elle fait aussi découvrir des plats allemands, avec précaution et subtilité. Elle prépare ses boulettes de viande en les appelant boulettes de viande spéciales d'Eleanor, pour que l'on ne les associe pas immédiatement à la cuisine allemande. Elle fait des spätzle en les qualifiant de nouilles maison. Elle prépare du strudel aux pommes en le présentant comme une pâtisserie européenne. La qualité des plats parle d'elle-même. Les gens viennent des villes voisines pour manger dans ce restaurant, attirés par le bouche à oreille, par la qualité de la cuisine et par le soin apporté à chaque plat. Greta se fait connaître à Concordia, non plus comme la prisonnière allemande, même si certains la perçoivent encore ainsi, mais comme la cuisinière du restaurant d'Eleanor, celle qui prépare les meilleures boulettes de viande des environs, l'immigré qui travaille plus dur que quiconque et ne se plaint jamais. Les années passent, voilà. Greta obtient la citoyenneté en 1950, dans un tribunal de Topeka, la main droite levée, prêtant serment d'allégeance à un pays qui fut jadis son ennemi. Elle devient l'associée d'Eleanor Patterson en 1952, investissant dans le restaurant grâce à ses économies. Elle en devient l'unique propriétaire en 1955, lorsqu'Eleanor prend sa retraite pour vivre avec sa fille en Californie. Elle rebaptise le restaurant la cuisine de Greta. Le bâtiment est petit, avec une trentaine de couverts, des banquettes en vinyle rouge et un comptoir avec des tabourets chromés. La cuisine est exiguë mais fonctionnelle, équipée de fours et de réfrigérateurs professionnels. La carte est simple, petit déjeuner toute la journée, plat du jour différent pour le déjeuner, dîner le week-end. Mais la cuisine est exceptionnelle. Greta y met tout son savoir-faire, hérité de sa grand-mère, de Madame Kowalski, et fruit d'années de pratique et d'expérimentation. Chaque plat est préparé maison, avec des ingrédients frais, avec soin et attention. Rien n'est précipité, rien n'est gaspillé. Le restaurant devient un lieu de rencontre. Les éleveurs viennent y prendre leur petit déjeuner avant de partir au champ. Les hommes d'affaires s'y retrouvent donc pour leur déjeuner d'affaires. Les familles s'y réunissent pour le dîner du dimanche après la messe. Et tout le monde vient pour les boulettes de viande. Les boulettes de viande de Greta sont devenues légendaires. On vient de Kansas City, de Topeka, de Wichita, rien que pour les goûter. Ce sont de parfaites sphères de bœuf et de porc, assaisonnées de noix de muscade et de 4 épices, frites jusqu'à obtenir une belle couleur dorée, et servies avec une sauce si riche qu'elle en est presque indécente. On lui demande souvent la recette. Greta refuse systématiquement. « C'est la recette de ma grand-mère », explique-t-elle. « Je ne peux pas la divulguer. » Mais la vérité est plus complexe. La recette ne se résume pas à des instructions et des mesures. Elle est faite de souvenirs, de pertes et de survie. Ce sont les mains de sa grand-mère qui façonnent la viande, le rire de son frère lorsqu'il se sert dans le plat, la voix de sa mère qui l'encourage à bien vivre. Ce sont les barbelés du camp Concordia, les cow-boys qui la remercient avec respect la décision de se reconstruire une vie plutôt que de retourner aux ruines. La recette, c'est son histoire. Et les histoires ne peuvent pas s'écrire en tasses et en cuillères à café. Greta a 40 ans. Elle vit aux États-Unis depuis 16 ans, soit plus longtemps qu'en Allemagne. Elle parle couramment anglais, avec un léger accent. Elle est à son compte. Elle a des amis, des clients réguliers qui la connaissent par son nom, prennent de ses nouvelles et se soucient de son bien-être. Elle a construit la vie que sa mère lui avait dit de construire.
Mais elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais permis à personne de s'approcher de trop près, de sonder trop profondément les recoins où la culpabilité et le chagrin persistent. Jusqu'à ce que Tom Mitchell entre dans le restaurant. Il a 52 ans, est éleveur et veuf depuis 3 ans, suite au décès de sa femme des suites d'un cancer. Il a 2 fils adultes qui l'aident à gérer le ranch. Grand et buriné, le visage marqué par le soleil et le vent, les mains calleuses après une vie de dur labeur, il a grandi dans un environnement rude. Il entre prendre son petit déjeuner un matin d'avril. Il commande un café, des œufs et des toasts. Lorsque Greta apporte son plat, il lève les yeux vers elle et ses yeux s'écarquillent légèrement. « Je te connais, dit-il. Le cœur de Greta s'emballe. Elle ne le reconnaît pas. Je ne crois pas. Décembre 1944, Camp Concordia. Tu as préparé des boulettes de viande pour les ouvriers agricoles. Les meilleures boulettes de viande que j'ai jamais mangées. Le souvenir la submerge. Le grand cow-boy à la moustache et aux yeux gris ardoise. L'homme qui s'était levé pour la remercier, qui avait reconnu son humanité au moment où elle en avait le plus besoin. « Je me souviens, dit-elle doucement. Cela fait des années que je voulais venir te voir, te remercier comme il se doit. Ce repas a compté plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Cela comptait plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. » Ils se regardent par-dessus le comptoir, par-delà les années, et quelque chose se passe entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux ne peut nommer. Ce n'est pas tout à fait de l'attirance, pas tout à fait de l'amitié. Quelque chose de plus profond, forgé dans l'étrange creuset de la guerre, de la captivité et d'une bonté inattendue. Il devient un habitué. Chaque matin, il parcourt les 25 kilomètres qui séparent son ranch de Greta's Kitchen pour prendre son petit déjeuner. Il commande toujours la même chose. Café, œufs au plat, tartines beurrées à la confiture. Et il discute toujours avec Greta pendant qu'elle cuisine, du ranch, du temps qu'il fait, du monde qui change. Lentement, prudemment, ils deviennent amis. Il l'invite à dîner dans son ranch. Elle accepte, apportant un panier de petits pains frais et une tarte en dessert. La maison est propre mais vide, et l'absence de la femme qui l'habitait résonne encore. Ses fils sont polis mais méfiants, incertains de l'intérêt que leur père porte à cette Allemande, qui tient le restaurant du village. Au cours du dîner, Tom l'interroge sur sa vie. Elle lui raconte d'abord avec hésitation, puis avec une assurance grandissante. Elle lui parle de Stuttgart, de sa famille, de la guerre. Elle lui parle du camp, de sa décision de cuisiner des boulettes de viande, de son choix de rester en Amérique. Il écoute sans jugement, sans l'interrompre. Quand elle a fini, il dit simplement « Vous avez eu un parcours difficile. Nous en avons tous. Oui, mais certaines routes sont plus difficiles que d'autres. » Ils commencent à se voir régulièrement. Pas des rendez-vous amoureux à proprement parler, mais quelque chose d'approchant. Des dîners au ranch, des promenades en voiture à travers la campagne, des soirées tranquilles passées assis sur sa véranda à admirer le coucher du soleil sur la prairie. Il lui parle de sa femme, du cancer qui l'a rongé de l'intérieur, de l'impuissance face à la lente agonie d'un être cher. Il lui parle de la solitude de cette grande maison vide, de l'oppression que peut engendrer le silence. « Je ne cherchais personne, dit-il. Je pensais que cette partie de ma vie était terminée. Et maintenant ? Maintenant, je pense que je me suis peut-être trompé. » Ils se marient au printemps 1961. C'est une petite cérémonie à l'église méthodiste, en présence des fils de Tom et de leur famille, de Margaret et Liesel et Ilse, d'Eleanor Patterson et de Madame Kowalski, ainsi que de dizaines d'habitants de la ville venus prendre soin de Greta au fil des ans. Elle porte une robe simple, couleur crème, élégante sans être ostentatoire. Elle tient un petit bouquet de fleurs sauvages, violettes, jaunes et blanches, les couleurs de la prairie du Kansas au printemps. Lorsque le pasteur les déclare mari et femme, Tom l'embrasse tendrement et Greta sent quelque chose en elle, figée depuis des années, commencer à se dégeler. Elle ne ferme pas son restaurant. Elle continue de travailler, de cuisiner, de construire la vie qu'elle s'est forgée. Mais désormais, elle a un compagnon, quelqu'un avec qui partager les responsabilités, quelqu'un qui lui rappelle qu'elle est bien plus que son passé. Elle partage son temps entre le restaurant et le ranch. Elle prépare le petit déjeuner pour Tom et ses fils avant qu'ils ne partent travailler au champ. Elle concocte des dîners du dimanche qui emplissent la grande maison vide de chaleur,
de rire et des parfums des recettes de sa grand-mère. Et finalement, après toutes ces années, elle commence à se pardonner d'avoir survécu. Greta a 55 ans. Elle vit en Amérique depuis 31 ans. Son restaurant prospère, désormais géré par un jeune couple qu'elle a formé, même si elle y cuisine encore plusieurs jours par semaine. Son ranch est florissant, son bétail est robuste et en pleine santé, et ses champs sont productifs. Elle a maintenant des petits-enfants, les enfants des fils de Tom, qui l'appellent Oma et la supplient de leur faire des boulettes de viande. Elle leur apprend à cuisiner comme sa grand-mère le lui a appris, avec patience, répétition et amour. Elle reçoit une lettre d'Allemagne. Elle provient d'un homme qui prétend être son frère. La lettre est prudente, hésitante. Il explique avoir survécu à la guerre, avoir été fait prisonnier par les Russes et avoir passé 10 ans dans un camp de travail en Sibérie. Libéré en 1955, il n'a pu la contacter, ignorant où elle se trouvait. Depuis des années, il la recherche, suivant des pistes et écrivant à des associations qui aident à réunir les familles. Il l'a retrouvée grâce à un article de magazine sur les immigrants allemands en Amérique. Article qui présentait une photo d'elle debout devant le restaurant, tenant un plateau de boulettes de viande. « Je reconnaîtrai les boulettes de viande de grand-mère entre 1000, a-t-il écrit, et je reconnaîtrai ma sœur entre 1000, même 30 ans plus tard. » Il veut savoir si elle lui répondra, si elle accusera réception de son message, s'il existe une possibilité de réconciliation. Greta est assise à la table de la cuisine de la maison du ranch, la lettre ouverte devant elle, et elle pleure. Elle pleure son frère qu'elle croyait mort, les années perdues, l'impossibilité de revenir en arrière. Mais elle pleure aussi de soulagement, parce qu'il est vivant. Contre toute attente, contre toute logique, il a survécu. Elle lui répond aussitôt. Elle lui raconte tout. Elle lui parle du camp, des boulettes de viande, de sa décision de rester. Elle lui parle de Tom, du restaurant, de la vie qu'elle s'est construite. Elle l'invite à venir lui rendre visite. Il arrive 6 mois plus tard. Il a 53 ans, mais il en paraît 70, le corps brisé par la guerre, la captivité et les travaux forcés. Il est maigre, grisonnant et voûté, mais ses yeux sont les mêmes que ceux dont elle se souvient de son enfance. Brillant, curieux et plein de vie. Ils s'étreignent à l'aéroport, se tenant longuement dans les bras, pleurant et riant, incapables de croire que ce moment est réel. Ils passent 2 semaines ensemble, à parler, à se souvenir, à faire leur deuil. Il lui parle de la Russie, du camp, des amis qu'il a perdus, de la volonté de survivre qu'il a soutenue même lorsque la mort lui semblait préférable à un jour de plus de souffrance. Elle lui parle de l'Amérique, de la bonté des inconnus, de la culpabilité, de la honte et de l'acceptation finale. Elle lui parle du moment où elle a décidé de vivre pleinement, au lieu de simplement survivre. Il ne la juge pas. Il ne l'accuse ni de trahison, ni de complicité. Il dit simplement « Tu as fait ce que tu avais à faire. Nous l'avons tous. Les deux faits. Survivre n'est pas un crime. » Pour sa dernière soirée au Kansas, elle lui prépare le dîner. Des boulettes de viande. La recette de grand-mère, celle qui a tout déclenché. Ils sont assis à table, la même table où elle a nourri les petits-enfants de Tom, où elle a organisé d'innombrables dîners, où elle a reconstruit sa vie sur les ruines de l'ancienne. Il prend une bouchée et ferme les yeux. Lorsqu'il les rouvre, ils sont humides de larmes. « Le goût est exactement le même que dans mes souvenirs, dit-il. Bien, parfait. » Il mange dans un silence agréable, laissant la nourriture exprimer ce que les mots ne peuvent dire. Lorsqu'ils ont terminé, il tend la main par-dessus la table et prend la sienne. « Merci, dit-il, d'avoir gardé le souvenir, d'avoir perpétué cette tradition, d'être le gardien de notre histoire. C'est tout ce que je sais faire. » Il rentre en Allemagne 2 jours plus tard. Ils s'écrivent régulièrement de longues lettres qui abolissent la distance et entretiennent le lien. Il ne revient jamais au Kansas, sa santé est trop fragile pour un autre long voyage. Mais il reste proche, aussi proche que peuvent l'être des personnes séparées par un océan et une vie d'expérience si différente. Il meurt en 1982, paisiblement dans son sommeil, dans un appartement de Francfort. Greta apprend la nouvelle par télégramme. Elle fait son deuil en silence, en privé, comme elle a appris à le faire au fil des années. Elle n'assiste pas aux obsèques. Le voyage est trop long, les souvenirs trop douloureux.
Mais ce jour-là, elle prépare des boulettes de viande, debout dans la cuisine du restaurant, ses mains répétant des gestes familiers. Elle les fait exactement comme sa grand-mère le lui a appris, comme elle les a faites des milliers de fois auparavant. Et lorsqu'ils ont terminé, elle apporte une assiette à un couple de personnes âgées qui déjeunent au comptoir. C'est offert par la maison, dit-elle. Quelle est l'occasion? Je me souviens simplement de quelqu'un que j'ai aimé. Greta a 70 ans. Tom est décédé il y a 2 ans, son cœur ayant finalement lâché après une vie de dur labeur. Il lui manque chaque jour, mais elle ne s'effondre pas. Elle a appris à surmonter la perte, à porter le deuil sans s'y laisser submerger. Le restaurant est toujours ouvert, même si elle a pris une associée plus jeune, une femme d'une trentaine d'années qui rappelle à Greta sa propre jeunesse, ambitieuse, déterminée et prête à travailler plus dur que quiconque. Elle cuisine moins maintenant, ses mains se raidissent à cause de l'arthrite, son énergie décline. Mais elle vient encore plusieurs fois par semaine, prépare toujours elle-même les boulettes de viande et supervise toujours la cuisine avec la même rigueur qu'elle a maintenue pendant 40 ans. Un historien la contacte. Il écrit un livre sur les prisonniers de guerre, allemands au Kansas, et a entendu parler d'elle, du dîner de boulettes de viande en 1944 et de sa décision de rester en Amérique après la guerre. Il souhaite l'interviewer afin de recueillir son témoignage pour la postérité. Elle accepte, d'abord à contre-cœur, puis avec un enthousiasme croissant lorsqu'elle réalise que son histoire pourrait compter pour quelqu'un, qu'elle pourrait enseigner quelque chose sur la survie, la résilience et les endroits inattendus où l'humanité peut se manifester. Il se retrouve dans sa cuisine, celle qu'elle connaît le mieux, celle où elle a concocté des milliers de repas, celle où elle a bâti sa vie sur la farine, le beurre et les souvenirs. Il l'interroge sur la guerre, sur le camp, sur les cow-boys. Il lui demande pourquoi elle a cuisiné les boulettes de viande, ce que cela a représenté pour elle, comment cela l'a changé. Elle réfléchit longuement avant de répondre. J'avais besoin de prouver quelque chose, dit-elle finalement. À moi-même, plus qu'à quiconque. J'avais besoin de prouver que j'étais plus que ce que la guerre avait fait de moi, que je pouvais encore créer quelque chose de bien, que je ne m'étais pas complètement perdu. Et vous l'avez prouvé? Elle observe la cuisine, les fourneaux où elle a cuisiné pendant 50 ans, les murs couverts de photos de clients, d'amis et de famille. Elle repense aux milliers de repas qu'elle a préparés, aux mains qu'elle a nourries, aux vies qu'elle a marquées. Je le prouve encore, dit-elle, chaque jour. Le livre est publié en 1992. Il contient une photographie de Greta, debout dans sa cuisine, tenant un plat de boulettes de viande. Elle esquisse un sourire, à peine esquissé, dont le regard exprime tout ce que la légende ne peut dire. La perte et la résilience, la honte et la fierté, la conscience que la survie est à la fois un triomphe et un fardeau. Le livre se vend modestement, mais à Concordia, il devient un trésor. Les familles en achètent des exemplaires pour leurs enfants et petits-enfants, marquant les pages où leur ville est mentionnée, où leurs proches la sont cités, où se déroule l'histoire de Greta. La bibliothèque municipale organise une lecture. Greta y assiste, assise au premier rang, écoutant l'historien lire des passages sur le dîner de boulettes de viande, sur la décision de rester, sur le restaurant devenu un lieu emblématique. Lorsqu'il a terminé, il l'invite à dire quelques mots. Elle se lève, le corps raide par l'âge mais la voix encore forte. « Je ne savais pas ce que je faisais ce jour-là, en 1944, dit-elle. Je savais juste que je devais faire quelque chose, créer quelque chose, prouver que j'étais encore humaine. Les boulettes de viande n'ont jamais été une question de nourriture. Elles étaient une façon de refuser de disparaître. » Le public applaudit. Plusieurs personnes s'essuient les yeux. Après la lecture, les gens font la queue pour lui parler, la remercier, partager leurs propres histoires de déracinement, de survie et de reconstruction de leur vie dans des lieux inconnus. Une dame âgée, peut-être 80 ans, aux cheveux blancs et au regard doux, s'approche en dernier. « J'étais l'un des cow-boys, dit-elle. Enfin, pas un cow-boy. Mais mon mari, lui, l'était. Il était à ce dîner en 1944. Il en a parlé jusqu'à la fin de sa vie. Il disait que ces boulettes de viande lui rappelaient pourquoi il se battait. Non pas pour un territoire ou pour la politique, mais pour la possibilité d'un monde où les gens pourraient s'asseoir ensemble et partager un repas. » La gorge de Greta se serre. J'espère qu'il a eu une belle vie. Il l'a fait.
Et c'est en partie grâce à vous, parce que vous lui avez rappelé que l'ennemi était humain. Elle s'en lasse, deux femmes âgées qui ont survécu à la guerre et reconstruit leur vie après, qui savent non que survivre est se compliquer, que le pardon est possible et que parfois, les plus petits gestes ont un poids immense. Greta a 80 ans. Le nouveau millénaire arrive et elle est toujours là, toujours au fourneau, toujours capable de prouver qu'elle peut créer de bonnes choses. Le restaurant célèbre son 45e anniversaire. La ville organise une fête, fermant la rue principale pour une fête de quartier avec de la musique en direct, des stands de nourriture et une banderole géante proclamant «Félicitations à Greta's Kitchen». Greta se trouve au cœur de cette effusion d'affection, bouleversée. Elle vit dans cette ville depuis 56 ans, plus longtemps qu'en Allemagne. Elle fait désormais partie intégrante de son tissu social, intimement lié à son histoire, indissociable de son identité. Le maire lui remet les clés de la ville. Le gouverneur publie une proclamation déclarant cette journée Journée Greta Zimmermann-Mitchell. Le journal publie une édition spéciale avec des photographies couvrant 5 décennies, illustrant l'évolution du restaurant, les transformations de la ville et l'engagement indéfectible de Greta envers l'excellence. Elle prononce un discours bref et sincère. Elle remercie la ville de l'avoir acceptée, de lui avoir donné l'occasion de faire ses preuves, de lui avoir permis de reconstruire sa vie après la destruction de l'ancienne. « Je suis arrivée ici en ennemi, dit-elle. Vous avez fait de moi une voisine. Je suis arrivée sans rien. Vous m'avez tout donné. Je ne pourrai jamais rembourser cette dette. Mais je peux continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Cuisiner des plats qui nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'âme. » La foule applaudit. Les enfants agitent dans des drapeaux. Quelqu'un entonne « God bless America » et tout le monde se joint à lui. Greta reste là, à écouter la chanson, et songe à l'étrangeté de la vie, à son imprévisibilité, à sa grâce inattendue. Elle repense au chemin parcouru, de Stuttgart au Kansas, de prisonnière à citoyenne, de survivante à femme épanouie. Elle pense à sa grand-mère, à sa mère, à son frère. Elle pense aux femmes qui cuisinaient à ses côtés dans la cuisine du camp, à Madame Kowalski, au colonel Harrison et à Eleanor Patterson. Elle pense à Tom, au cow-boy qui mangeait avec respect, à tous ceux qui l'ont aidé en chemin. Et elle pense aux boulettes de viande, au simple fait de façonner la viande avec ses mains, à la décision de créer plutôt que de désespérer. Cette décision, prise dans un camp de prisonniers durant le froid hivernal de 1944 au Kansas, a tout changé. Elle l'a engagé sur un chemin qui l'a mené jusqu'ici, à cet instant, à cette vie, à ce bonheur improbable. Elle le prouve encore. Chaque jour, la fête se prolonge jusqu'au soir. La musique résonne, les gens dansent. Des enfants courent dans les rues en mangeant des glaces et de la barbe à papa. Greta, assise sur un banc, observe la scène, le cœur rempli de joie. Une jeune femme s'approche, une trentaine d'années peut-être, un carnet à la main. « Madame Mitchell ? Oui ? Je suis étudiante en cuisine à l'Université d'État du Kansas. Je rédige ma thèse sur les traditions culinaires des immigrants, sur la façon dont les gens apportent leur cuisine dans de nouveaux pays et l'adaptent. Seriez-vous disposé à partager votre recette de boulettes de viande ? » On a posé cette question à Greta des milliers de fois. Elle a toujours répondu non, protégeant toujours la recette comme s'il s'agissait d'un texte sacré. Mais ce soir, entourée de personnes devenues sa famille, dans la ville devenue son foyer, elle fait un choix différent. « Oui, dit-elle, je le partagerai. » Elle invite la jeune femme à dîner le lendemain. Elles passent l'après-midi ensemble, Greta démontrant chaque étape, expliquant non seulement les mesures, mais aussi la technique, la sensation, l'intuition acquise au fil des années de pratique. Ce ne sont pas seulement les ingrédients qui comptent, explique Greta pendant qu'ils cuisinent. C'est l'intention. Il faut y mettre quelque chose de soi-même, de l'amour, un souvenir, un espoir. Sinon, ce n'est que de la viande. La jeune femme note tout, sa main parcourant rapidement la page. Mais Greta sait que ce qu'elle enseigne vraiment ne peut s'écrire. Cela ne peut que se transmettre de main en main, de génération en génération, perpétué par ceux qui comprennent que la nourriture est bien plus qu'un simple moyen de subsistance. Une fois la préparation terminée, ils auront confectionné 3 douzaines de boulettes de viande, des sphères parfaites de bœuf et de porc, prêtes à être frites. « Maintenant, vous connaissez la recette, dit Greta. Utilisez-la bien.
Je le ferai, je le promets. Greta regarde la jeune femme partir, emportant un récipient de boulettes de viande à partager avec sa famille et éprouve un sentiment d'accomplissement. La recette perdurera. L'histoire continuera. Elle a fait ce que sa mère lui avait demandé. Elle a bien vécu, pleinement, et a refusé de gâcher sa vie. Greta a 85 ans. Sa santé décline. Ses mains sont trop arthritiques pour cuisiner, ses jambes trop faibles pour rester debout longtemps. Elle a vendu son restaurant à son associé, mais elle y vient encore plusieurs fois par semaine pour prendre un café, discuter avec les clients et voir la nouvelle génération poursuivre l'œuvre qu'elle a entreprise. Elle vit dans la maison du ranch, soignée par le fils de Tom et sa femme, entourée de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants qui n'ont jamais connu que la paix et la prospérité. Les soirs tranquilles, elle s'assoit sur la véranda et regarde le soleil se coucher sur la prairie. La terre s'étend à perte de vue, immuable face au passage du temps, indifférente au drame humain qui s'y joue. Elle repense à sa vie, au chemin parcouru, aux choix qu'elle a faits. Elle pense à la culpabilité qu'il a si longtemps habitée, au lent processus du pardon, à la prise de conscience que survivre n'est pas une honte, mais un honneur. Elle repense aux boulettes de viande, aux cow-boys, au moment où elle a décidé de créer plutôt que de désespérer. Cette décision lui a sauvé la vie. Pas seulement sa vie physique, même si elle y a sans doute contribué, mais aussi sa vie spirituelle, sa capacité d'espérer, son aptitude à se percevoir autrement que comme une victime. Elle est reconnaissante de cette décision, reconnaissante du courage qu'il a fallu pour la prendre, reconnaissante de la bienveillance dont elle a bénéficié, reconnaissante de la vie qu'elle a rendue possible. Un soir de début septembre, alors que l'été cède la place à l'automne et que l'herbe de la prairie se teinte d'or sous la lumière du crépuscule, Greta est assise sur la véranda avec une tasse de café et une assiette de biscuits. Le petit-fils de Tom, un garçon de 12 ans aux yeux brillants et aux questions incessantes, est assis à côté d'elle. « Oma, dit-il, raconte-moi encore l'histoire des boulettes de viande. » Elle a raconté cette histoire maintes et maintes fois, à de nombreuses personnes. Mais elle ne s'en lasse jamais, car ce n'est pas seulement son histoire, c'est l'histoire de ce qui est possible lorsque les gens choisissent l'humanité plutôt que la haine, la création plutôt que la destruction, et qu'ils choisissent de se voir comme des êtres humains plutôt que comme des ennemis. Alors elle lui raconte le camp, les barbelés, la peur, la faim, le désespoir. L'idée qui lui est venue par une froide nuit de décembre. Une idée qui paraissait absurde, mais qui lui semblait essentielle. Les femmes qui l'ont aidée, les cow-boys qui ont mangé avec gratitude, le moment où elle a compris qu'elle pouvait encore faire quelque chose de bien. Et c'est comme ça que j'ai su que je survivrais, conclut-elle. Pas seulement que je survivrais, que je vivrais, parce que je m'étais prouvé que j'étais bien plus que ce que la guerre avait fait de moi. Le garçon reste silencieux un instant, comme pour réfléchir. Puis il demande « Tu m'apprendras à les faire, les boulettes de viande ?» Greta sourit. Ses mains sont trop raides pour cuisiner maintenant, mais elle peut encore enseigner. « Oui, dit-elle, je vais t'apprendre. » Le soleil se couche, teintant le ciel d'orange, de rose et de violet. Le vent de la prairie emporte avec lui les parfums de la nature, de la terre et de l'herbe, et la promesse de la pluie. Au loin, on entend le mugissement des vaches. Un chien aboie. La vie continue, ordinaire, précieuse et sacrée. Greta ferme les yeux et respire profondément. Elle hume le café dans sa tasse, les biscuits dans son assiette, la brise fraîche de la prairie, et en sourdine, une odeur persistante mais indéniable, celle des boulettes de viande qui frémissent, des oignons qui dorent, de la cuisine de sa grand-mère, désormais confine au passé. Elle repose en paix. Elle a vécu la vie que sa mère lui avait conseillée. Elle a su tirer profit des ruines de ce qui avait été perdu. Jour après jour, année après année, elle a prouvé que survivre peut être plus qu'une simple existence, qu'elle peut être un acte de création, de résistance, d'amour. Ces boulettes de viande n'ont jamais été qu'un simple plat. Elles étaient une déclaration, un refus de disparaître, un choix d'être humain quand le monde réclamait des monstres. Et ce choix, fait dans un camp de prisonniers il y a 61 ans, résonne encore aujourd'hui dans les recettes transmises de génération en génération, dans les histoires racontées,
dans les vies bâties sur des fondations de bonté inattendues. Greta ouvre les yeux et sourit. Elle est toujours là. Elle continue de créer. Elle continue de faire ses preuves. Tous les jours.